bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Épisode inédit aujourd'hui par son sujet, car on ne va ni parler d'élèves chiens guides, ni de chiens guides en activité, puisque je vous présente Christophe qui a adopté Nouméa, une élève chien guide réformée de l'école de Paris, sans pour autant être sa famille d'accueil. Alors qu'il cherchait à adopter un compagnon à quatre pattes, il découvre via une famille d'accueil l'opportunité d'adopter un élève chien guide, écarté de son destin de chien guide d'aveugle. Mais quelles sont les démarches pour adopter un tel chien ? Et quels sont les critères à rassembler ? De sa recherche du compagnon idéal à l'arrivée de Nouméa dans sa vie, Christophe revient pour nous sur les démarches réalisées auprès des chiens guides de Paris afin d'adopter un élève chien guide. Il nous raconte aussi les avantages et les inconvénients à adopter un tel chien afin de vous donner toutes les clés pour éventuellement vous lancer dans l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Christophe. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Futur Chien Guide. Je suis très heureuse de faire enfin cet épisode avec toi parce qu'il me semble qu'on s'est croisés en vrai il y a 2 ans. On réside dans la même ville, mais toi pas toujours, tu vas nous en dire plus. Justement, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on s'est croisés avec nos chiens, plus précisément au Bois de Boulogne. Exact. Sans trahir de grands secrets. Moi, j'ai une activité de chef d'entreprise, en quelque sorte, parce que j'ai ma propre société depuis une 20aine d'années. Et le gros avantage, et notamment quand on partage sa vie avec un chien, c'est que ça me laisse de la flexibilité, du temps libre et une possibilité de m'organiser comme tu le souhaites. De façon très souple. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que disait Florian dans l'épisode 34 le mois dernier, donc c'est hyper rigolo parce qu'il disait vraiment ça. Ouais. De son côté de famille d'accueil, lui en tant que chef d'entreprise et propriétaire de 2 restaurants, il disait bah voilà, j'ai plein de choses à faire, mais je suis mon propre patron, donc c'est vrai que c'est une vraie flexibilité. Et donc toi, tu es donc ton propre patron dans quel domaine ? Alors moi, je fais du conseil pour les entreprises. Ouais. Donc je suis et encore plus depuis 2 ans, assez souvent en télétravail, mais aussi en déplacement, ou sinon chez mes clients pour des rendez-vous assez brefs, pas plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures. D'accord. Et dans toutes ces situations-là, Nouméa est avec moi. Ah, alors Nouméa, justement, ça ressemble à le prénom d'un chien. Est-ce que, du coup, tu peux revenir pour nous sur tes premiers contacts avec le milieu du chien guide ? Puisqu'on va quand même parler de chien guide avant de parler de Nouméa. Oui. Comment tu en es arrivé à croiser le monde et l'univers des chiens guides d'aveugles ? Alors, première expérience dans les années 90. D'accord. J'habitais dans la région de Nice à l'époque. Et j'avais participé avec une association locale à des quêtes afin de recueillir des fonds pour subventionner l'achat et la formation de chiens guides d'aveugles. Donc du côté de Nice, côté PACA. Ouais, donc ça remonte à peu près 40 ans. Entre-temps, pas grand-chose. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une rencontre avec une famille d'accueil. D'accord. Et de là, alors que j'étais dans une démarche de recherche d'un animal de compagnie à 4 pattes de type chien, au contact de cette famille d'accueil, j'ai appris que l'association que nous connaissions bien tous les deux, l'association des chiens guides d'aveugles de Paris, mais qui est à Vincennes, produisait, si je puis dire, un nombre important de chiens chaque année, mais malheureusement ou heureusement, en réformait un certain nombre.
Cette rencontre avec la famille d'accueil, tu l'as fait dans quel contexte? Un peu par hasard. Je crois que c'est par des amis d'amis. À l'époque, je parlais beaucoup effectivement d'adopter un chien. J'étais sur la SPA pendant un petit moment et je m'apprêtais vraiment à y aller. Et c'est là où on m'a dit, mais tu devrais appeler un tel, en parler. C'est une personne qui est famille d'accueil, D'accord, qui connaît bien le monde du chien et qui pourrait te renseigner sur cette option d'adoption chien guide aveugle réformé, qui a l'avantage pour quelqu'un qui, comme moi, souhaitait trouver son tout premier chien, qui a l'avantage de permettre de rencontrer un animal qui, éduqué, déjà pris en charge par une famille, est beaucoup plus facile à accueillir, à intégrer, et puis après, à trimballer dans mon quotidien. C'est aussi l'idée. À ce stade, alors je comprends que tu en parlais beaucoup autour de toi, de cette recherche du compagnon à quatre pattes pour t'accompagner justement. Ouais. Tu cherchais pas forcément un chiot, t'avais pas une race de prédilection, t'étais vraiment open mind, comme on pourrait dire, ouvert d'esprit à toute possibilité. Ouais, tout à fait. N'ayant jamais eu de chien dans ma vie, dans ma famille, dans mon enfance, j'avais des oncles et des tantes qui avaient des chiens. À l'époque, je suis né dans les années 60. À l'époque, les chiens à la mode, c'était les teckels, qui s'appelaient saucisses, qui s'appelaient saucissons, etc. J'avais une partie de ma famille qui était en campagne. Donc là, c'était plutôt des gros chiens de campagne. Ça pouvait être du berger allemand, ça pouvait être du Terre-Neuve, ça pouvait être du berger belge, du chien de chasse, parce que j'avais aussi des chasseurs dans ma famille, dans une autre région. Donc j'étais pas arrêté. Petit, grand chien, peu m'importait. Je cherchais plus un coup de foudre. Un caractère, en fait. Ouais, une rencontre et puis un fit, quoi. Oui, donc en fait, t'étais tout à fait ouvert sur la taille, la couleur, entre guillemets. Ah ouais, et ouais. puis la jeunesse du chien, le fait d'avoir un chiot, c'est pas forcément quelque chose qui était important pour toi, parce qu'au contraire, s'il était déjà un peu plus grand et trimballable, comme on l'a dit, de partout, c'était aussi un grand avantage pour toi. C'est ça. Alors, il y a quand même une petite réflexion à avoir pour l'adoption d'un chien guide réformé. La majorité d'entre eux sont réformés après de longues années de bons et loyaux services. Oui. La plupart, de ce que j'ai compris. Donc, c'est des chiens plutôt âgés qui peuvent être éventuellement un peu fatigués. Alors du coup, c'est plutôt... Là, tu nous parles plutôt des chiens retraités, j'imagine. Ouais. Quand on adopte un chien dans cet univers des chiens guides, Oui. il y a différents profils, et c'est aussi pour ça que les écoles font aussi un travail de mise en binôme. Oui. Dans la plupart des cas, et on le souhaite, avec des déficients visuels pour que le chien guide son déficient visuel. Ouais, d'accord. Mais dans les autres cas, que ce soit du coup en fin de carrière, donc là c'est famille de retraite, Oui. c'est plus souvent en effet des chiens en fin de carrière, mais il y a aussi, et ça c'est du cas par cas, des chiens, on en avait déjà parlé l'été dernier dans l'épisode 24 avec Bérangère, des chiens qui sont réformés. Bérangère était elle-même famille d'accueil du chien Noupi qu'elle avait adopté. D'accord. Mais toi, sur le coup, quand t'as appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc t'as appelé l'école chien guide, c'est ça? Alors, j'ai appelé l'école chien guide, j'ai appelé la personne en charge de l'adoption et j'avais un peu préparé cet entretien avec la famille d'accueil, puisque d'une certaine façon, comme tu le disais, il y a une notion de binôme qui doit être établie par l'association et par cette responsable adoption. Ouais. Donc, il était évident que j'avais mis en avant les aspects les plus positifs de ma demande d'adoption. De ta candidature. Ouais, voilà, je voulais pas tout à fait utiliser ce terme-là, mais c'est l'idée. Dans ces informations-là, l'indépendance, la capacité à m'organiser de façon souple, à être disponible auprès de l'animal quasiment 24 heures sur 24, d'avoir éventuellement une, deux solutions de repli en cas d'indisponibilité, de pépins, d'urgence, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est pour l'association et pour ce type de chien, parce que c'est vraiment des chiens particuliers, c'est absolument nécessaire d'avoir ce gage un peu... Ouais, de disponibilité, de présence, parce que c'est des chiens, c'est ça en fait le sujet, qui sont sélectionnés et éduqués pour passer 24 heures sur 24, chaque minute de chaque heure, avec la personne avec qui ils font ce binôme. C'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est que la particularité, on en parle souvent de ces élèves chiens guides, c'est qu'ils sont justement
éduquer, socialiser dans l'objectif d'être très très proche de l'humain, pour cet objectif de guidage, de créer un binôme, d'être vraiment en fusion, si on peut dire, avec leurs déficients visuels. Mais du coup, quand ils sont écartés du circuit, c'est pas parce qu'ils sont pas forcément fusionnels, ça peut être le cas mais c'est très rare, c'est pour d'autres raisons, et donc cette disponibilité et ce temps ensemble, en tout cas avec la future famille, c'est quelque chose qui est très important et que toi, du coup, tu avais été sensibilisé par cette famille d'accueil. C'est pas du tout la famille d'accueil du chien que tu as adopté, on est d'accord? Si, en plus. Ah, en plus. Bon alors, on va laisser un petit peu de suspense dans l'histoire. Oui, mais même si ça n'a pas forcément joué, ça a joué pour me faire découvrir cette possibilité-là et puis me faire comprendre ce que ça pouvait être. Par contre, j'ai eu de la part de l'association la présentation de plusieurs chiens. Oui, alors c'est ça. Comment ça s'est passé? Toi, tu t'es absolument super bien préparé pour présenter un dossier en or, Ouais. Une belle candidature. Tu avais eu justement la chance d'être bien renseigné et de pouvoir avancer les arguments qui permettaient en face d'avoir une bonne réponse. Et ensuite, comment ça s'est passé? L'association t'a fait remplir un dossier peut-être? Je sais que on en avait déjà parlé, il est assez conséquent, je crois. Oui, un dossier d'adoption. De mémoire, je crois que c'est 4 pages. Ouais. Bon, ceci dit, c'est relativement simple. Et je crois que la SPA le fait aussi. J'ai voulu adopter un chaton à la SPA durant le confinement. Ça se fait en ligne, c'est pareil, c'est 3-4 pages. C'est des questions simples. Typologie de la famille, de la vie de famille, type de résidence, de logement, de job, disponibilité, etc., etc. Et bon, de ce côté-là, ça va assez facilement. Ce qui est plus dur, c'est qu'à partir de là, si le dossier est accepté, on est en liste d'attente et au fur et à mesure des réformes ou retraites des animaux, tu es contacté par mail et on te présente des dossiers, du coup, de candidature. De chiens, du coup. Ouais. Et toi, tu étais aussi intéressé pour devenir famille de retraite? Ou tu savais déjà qu'il fallait plutôt un jeune chien parce que tu allais bouger beaucoup? Ouais, moi j'étais plutôt partant pour un jeune chien, ouais. D'accord. Je bouge, je voyage, et quand je voyage, c'est des voyages assez longs. Pas toujours facile, parce qu'il y a la durée et parce qu'on roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, je voulais un chien plutôt jeune, parce que je pensais que ça tiendrait, entre guillemets, mieux la distance. Ça s'adapterait mieux à mon style de vie. J'avais aussi éventuellement en tête l'idée, je l'ai pas fait du tout, de faire éventuellement des activités de plein air ou du sport avec un animal. Je l'ai pas fait. J'aime bien les balades, je suis très souvent et de très longues heures à l'extérieur. On trouve notre plaisir dans la balade, dans le jeu, dans l'échange qu'on a, mais voilà, j'irai pas courir avec mon chien. Quelque chose que tu avais projeté, mais c'est pas forcément quelque chose que tu as réalisé. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, si on reprend le fil de l'histoire, tu es en liste d'attente et il faut savoir que la liste d'attente, c'est un peu comme du côté des maîtres de chiens guides, même si elle a un peu moins abondé du côté des chiens, l'objectif étant quand même de remettre des chiens guides. Oui. De ce côté-là, tu te retrouves quand même à attendre un coup de fil ou un mail de l'école qui te présente des profils qui pourraient te convenir. Ouais, mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été assez vite contacté. D'accord. Et j'ai eu assez rapidement, je pense 3 puis 4 la dernière, qui était nommée à présentation. Donc quand tu dis présentation, c'est le mail, mais tu les as rencontrés ces chiens-là aussi? Non, parce que ce qui est très bien fait, c'est qu'avec le mail, tu as un topo sur l'animal qui est complété par un deuxième topo qui est celui de la famille d'accueil. Il fait un peu le résumé du parcours éducatif du chien dans cette famille d'accueil. Tu as des photos, éventuellement des vidéos. C'est vraiment très clair et transparent. Puisque, bien sûr, tu es curieux de savoir pourquoi le chien est réformé. C'est ce que j'allais dire. Il y a une grande question, oui. Ça t'est expliqué, il y a un échange. Moi, j'ai pu creuser, je me souviens, c'était une chienne labrador qui me plaisait bien. Je crois que c'était la première ou la deuxième, mais qui avait un problème médical de perte de poils importante. D'accord. Consécutive, si ma mémoire est bonne, à des allergies. Et donc, ça voulait dire que tout allait bien chez cette chienne, sauf qu'il fallait balayer ou passer l'aspirateur régulièrement, qu'il fallait la faire suivre par un vétérinaire régulièrement aussi, une visite mensuelle, et que ça entraînait un certain nombre de dépenses qui étaient chiffrées pour les traitements, les visites véto à près de 1 500 € par an. Oui, donc tu avais toutes les cartes en main.
L'avantage de ces dossiers, c'est que tu as toutes les cartes en main. Les 3 premiers dossiers n'ont pas été forcément correspondants à ce que tu recherchais, c'est ça? Ouais, exactement. Il y avait pour cette raison-là. La deuxième raison dont je me souviens, c'était un mâle cette fois, mais une famille qui vivait non pas en ville comme moi, mais à la campagne, pas loin de la mer, et donc avec un chien qui avait l'habitude d'être très actif, très souvent à l'extérieur, et qui devait avaler 10 km par jour, quoi. Oui, chose que toi, tu n'aurais pas pu lui offrir, donc pour le coup, tu as passé ton tour aussi. Ouais, exactement. Et puis j'avais aussi l'idée que voulant emmener mon chien au travail, chez mes clients et en voyage, un chien très dynamique, potentiellement un peu turbulent, qui était un petit peu. Je voulais plutôt un chien calme. Oui, parce que tu nous racontes que tu avais prévu d'emmener ce chien, ce que tu fais aujourd'hui avec Nouméa, de partout. Mais il faut rappeler que quand on adopte un élève chien guide réformé, il perd son statut d'élève chien guide. Oui. Donc ça veut dire que tu l'emmènes de partout, mais avec l'accord de tes clients, mais c'est pas quelque chose comme quand il a son petit dossard bleu. Là, quand tu adoptes un élève chien guide réformé, c'est ce qu'on avait discuté aussi avec Bérangère et Noupi, c'est les conséquences de la perte de ce statut qui en fait en fait un animal de compagnie comme les autres. Ouais. Il faut aussi qu'il y ait un animal bien dans ses pattes quand même pour te suivre. Oui. Donc le 3e n'était pas encore le bon. Non, malheureusement. Et puis j'apprends par la personne avec qui j'étais en contact, cette famille d'accueil, elle s'appelle Olivia. Elle me dit, il y a peut-être un petit souci avec ma chienne, Nouméa. On en parle, elle commence à se rebeller un petit peu contre l'éducation qui est exigeante. Hein. Le cadre éducatif qui est proposé est exigeant et ne convient pas à tous les chiens, en effet. Même s'ils sont faits pour. Ouais. Quand elle retourne au chenil avec les autres chiens pendant ces périodes d'éducation, elle est pas contente, elle aboie, alors que d'habitude on l'entendait pas. Quand il l'emmène sur site pour des exercices, elle veut plus monter dans le van avec les éducateurs. Elle se laisse pas faire, donc on en parle. Faut attendre un petit peu parce que peut-être que elle sera d'ici à la fin du mois réformée. Alors du coup, j'attends et j'apprends effectivement par la famille d'accueil avant l'association que il y a eu une commission la veille et Nouméa Youpi est réformée. Donc toi, tu apprends tout ça un peu en off, du coup. Ouais. Les premiers contacts que tu as vus avec Olivia étaient des contacts d'amis et pas du tout pour adopter Nouméa, l'élève chien guide de Olivia. C'est ça. Il se trouve que Nouméa, finalement, ne fera pas l'affaire. On a suivi ça aussi du côté des familles d'accueil, connaissant bien Olivia, avec son métier de chien guide pour lequel elle était destinée, mais c'est pas pour elle, donc quand c'est comme ça, comme tu l'as bien décrit, l'école passe le dossier en commission et peut choisir soit de réorienter, qui est une piste aussi qui est possible dans d'autres types de chiens d'assistance. On a vu ça d'ailleurs cet été, puisque j'ai fait quelques hors-séries, dont le hors-série 23 avec Romain, avec Naya, qui était la petite chienne qui était en famille d'accueil chez Laurie de l'épisode 10, et en fait qui s'est révélée ne pas être faite pour le métier de chien guide. Elle avait une grande attirance pour les chats. Je vous laisserai réécouter l'épisode 10 et 23. D'accord. Mais elle a été réorientée pour devenir chien d'assistante pour enfants diabétiques. Donc voilà, il y a quand même des pistes de réorientation, soit de ce côté-là, soit du côté handi-chien ou d'autres types de chiens d'assistance, chiens médiateurs, etc. Oui. Et puis parfois, il y a du coup une sortie du circuit, en tout cas, pour la réforme, qu'on appelle aussi sortir du circuit de chien guide, pour l'adoption en famille. Et donc toi, tu as eu la petite primeur de savoir que Nouméa, que tu côtoyais déjà, allait être réformée, et j'imagine que derrière, tu as eu le mail, la proposition, comme tous les autres dossiers de la part de l'école. Alors, pas tout à fait de cette façon-là, parce que je ne connaissais pas Nouméa. J'avais pas eu l'occasion de la rencontrer en chair et en os. Donc, ce que m'avait proposé Olivia, après cette décision de réforme, c'était de rencontrer justement Nouméa. Et de la rencontrer, puisque il était connu de tous qu'on se connaissait, que j'étais intéressé par adopter Nouméa, enfin sur le papier, et de la façon dont Olivia m'en parlait, c'était le nirvana de l'adoption. Olivia me propose de venir me rencontrer avec la chienne le lendemain au bureau. Et elle me dit comme ça, on verra bien si vous fitez tous les deux, comment elle se comporte dans le coworking où tu bosses, où il y a tout un tas de gens, une vingtaine, une trentaine de personnes qui travaillent avec moi. Et de voir si ça match. Et de voir si ça match, voilà. C'était assez magique ce moment-là.
On avait mis au point un petit scénario de présentation. Moi, ne connaissant pas au chien, je me dis, bon, on va faire ça dans le salon d'accueil. Je vais rentrer, tu restes assis, tu bouges pas. On va voir quel mouvement a le chien vis-à-vis de toi. Et voilà, quand elle sera près de toi, tu pourras effectivement venir plus vers l'avant, la caresser, mais attention, pas sur la tête, on commence par le dessous, etc. Donc j'avais eu un petit briefing très pédagogique. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce que j'étais effectivement dans le salon sur le canapé, mais quand Nouméa est arrivée, ça a été le coup de foudre. Elle a couru. Olivia a lâché la laisse et puis elle m'a sauté au cou. Donc le vrai coup de foudre entre vous, quoi. Ouais, ça a été le coup de foudre. Ouais. Cette rencontre-là a été vraiment exceptionnelle. Ça a été un grand coup de foudre, un grand coup de cœur. Et du coup, on a fait les papiers dans la foulée, dans les 2-3 jours qui ont suivi. Ces papiers-là se font à l'association. C'est un dossier d'adoption formalisé. Il y a une contribution aussi aux frais d'éducation qui est réglée. Donc c'est une contribution on en avait parlé un petit peu avec Bérangère parce que c'est une question que moi j'ai souvent. Ouais. Et c'est vrai que c'est une contribution sous forme de don. Déjà, il faut le dire, qui est optionnel ou recommandé pour les familles d'accueil, mais en même temps, les familles d'accueil ont passé quelques mois avec le chien, donc il y a aussi du temps passé. Toi, par contre, du côté de l'association, il y a eu un montant indicatif c'est quelques centaines d'euros, c'est ça ? C'est ça. En clair, j'ai réglé 800 euros en 2 paiements de 400 euros, sachant qu'il y a une notion quand on prend le chien et qu'il devient notre propriété, puisqu'il y a un certificat d'adoption qui est remis et qu'on le règle, il y a un délai d'observation. Il y a une période d'essai. Ouais, voilà, on est encore là aussi dans le recrutement, qui est autour d'un mois. Alors, je dis autour parce que contractuellement, elle est d'1 mois, mais je crois qu'on s'en est reparlé, 2 mois étaient passés. Oui. Mais c'est parce que tout allait bien. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment pour un primo-adoptant comme moi, parce que je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et c'est vrai que ce mois, il peut être, comme tu dis, toi, dans ton cas, c'était 2 mois. Quand j'en ai discuté avec la famille de retraite de Finlay dans l'épisode 16, ils me disaient, voilà, nous, au bout de quelques semaines, c'est bon, on savait que ça matchait. Dans le document, on parle du mois d'essai. Oui. Donc ça, c'est un pré-contrat d'adoption. Oui. Et ensuite, tu es retourné dans les locaux de l'association des chiens guides d'aveugles de Paris. Et là, c'était la signature définitive pour la cession de propriété, comme tu le dis, de l'école à toi-même. Oui, ce qui fait que dans les différents papiers, carnets de vaccination que Nouméa trimballe avec moi quand elle voyage, j'ai quand même son attestation de cession. Oui, donc c'est quand même un document que tu as signé donc au bout de 2 mois. Et là, c'était parti pour une belle aventure avec Nouméa, du coup. Exactement, la femme de ma vie. Et c'était quand exactement que tu as signé, du coup ? Parce que nous, on s'est croisés... Ça doit faire 2 ans à peu près. Parce que nous, on s'est croisés... C'était avec Pepper. Et donc, ça devait être Pepper. Moi, je l'ai eu en relais en juin 2020. Ça faisait déjà quelques mois que tu étais aussi boulonné avec la Miss Nouméa. C'est ça. Donc on était allé partager une belle détente en effet au Bois de Boulogne. Ça avait été très très sympa. Voilà, je l'ai adoptée, elle avait 18 mois et là elle va sur ses 4 ans. Et justement sur le fait d'adopter un élève chien guide réformé, toi qu'est-ce que ça change au quotidien le fait que ce soit un élève chien guide réformé Alors même s'ils sont tous différents puisqu'ils sont tous réformés pour des choses différentes, ce que tu nous disais c'est que tu peux l'emmener de partout, qu'elle est socialisée à fond, c'est ça ? Oui, alors il y a une chose à réfléchir quand même. Puisque depuis, je vis avec une personne qui a aussi un chien, un Jack, beaucoup plus petit format, et ça me permet de voir ce qu'on peut faire avec un petit chien, ce qu'on ne peut pas faire avec un gros chien. Et du coup, je me dis, il y a quand même une question à se poser quand on adopte un ancien chien guide, c'est que il y a la question du gabarit. De fait. Voilà, c'est souvent pas dire que c'est des gros chiens, c'est pas des mastifs, mais on est dans la catégorie labrador. Oui, c'est des grands chiens, parce que moi je le dis souvent quand les gens me demandent quelles sont les races. La première raison, c'est parce que alors c'est pas de la traction, mais il y a quand même un lien entre le déficient visuel et son chien guide dans le guidage, et donc il y a un harnais de guidage qui fait que le chien ne peut pas être au ras du sol ou trop par rapport à la poignée de ce harnais de guidage qu'on appelle l'étrier. Donc en effet, on est sur un gabarit de type
labrador, golden retriever, berger allemand, etc. C'est ça. Donc ça reste des grands chiens, sauf quand ils sont chiots, mais ça devient vite des grands chiens. Ça a à voir avec surtout la mobilité, les déplacements, le voyage, etc. Avec le logement. Même si je me rends compte que je vis dans un 2 pièces, pas énorme. C'est pas une contrainte pour un grand chien comme Nouméa, donc qui est un croisement labrador et flatcoat, dans la mesure où on sort beaucoup. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose, tu vois, moi j'ai souvent la question, quand je me balade avec les différents élèves chiens guides que j'ai en relais, c'est tous les mêmes gabarits comme tu dis. Bon alors moi des fois ils sont un peu plus jeunes, donc ils peuvent être un peu plus petits, mais à partir d'1 an, la taille est déjà bien là. Et c'est vrai que les gens me disent « Ah mais du coup, mais t'as une maison, t'as un jardin ?» Alors non, moi aussi j'ai un 2 pièces, pas immense non plus. Il y a un accès à l'extérieur, mais c'est pas pour ça que je fais sortir le chien, parce que c'est pas non plus une bonne idée de les habituer pour les élèves chiens guides à aller comme ça faire leurs besoins dans le jardin collectif de devant. Bien sûr. Et surtout, ce que je réponds tout le temps, c'est que les déficients visuels, malheureusement, ne sont pas plus riches que les autres. Donc ils n'ont pas forcément une maison plus que nous. C'est des gens comme nous. Donc on a l'habitude de voir les grands chiens, en effet, plus... Enfin, on n'a pas l'habitude de les voir, mais on les imagine en tout cas plus dans des grandes maisons et dans la campagne. Et au final, je pense que ton côté social canin a dû se développer depuis que Nouméa est dans les parages. Et moi, je le remarque aussi. Il y a quand même de grands chiens, même à Boulogne où c'est une ville assez dense. Bien sûr. Il y a des grands chiens et tant qu'ils sont sortis régulièrement et détendus régulièrement, ils peuvent tout à fait être bien dans leurs pattes et très heureux dans quelques pièces. Je suis d'accord. Alors par contre, ce que je soulignerais, quel que soit type de logement, d'accueil, de mode de vie, la quasi-nécessité, pour moi je le vois comme ça, d'être en permanence avec son chien. Oui, et puis Nouméa a ce passé aussi, cette historique d'élève chien guide, qui fait que on l'a jamais laissé une journée seule. Enfin, anecdotiquement, maintenant peut-être que ça t'arrive. C'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qu'on fait dans l'éducation. Si tu devais donner les avantages et les inconvénients à adopter un élève chien guide réformé, les avantages c'est la socialisation, je crois. Ouais, je dirais ça, aussi bien vis-à-vis des humains que vis-à-vis des autres chiens. Donc je dirais que ça, oui, c'est l'avantage d'un chien qui connaît au minimum une 20aine d'ordres, qui va obéir au doigt et à l'œil, à la voix. Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs que tu as gardées qui sont spécifiques à son éducation d'élève chien guide ? Alors très peu. C'est la deuxième partie de la réponse à ta question, les inconvénients. J'ai trouvé que par rapport au style de vie que j'ai, style de personne que je suis, j'ai trouvé que Nouméa était trop sage. Trop gentil. Donc, je lui ai, plus que permis, je lui ai appris à s'encanailler un peu, à se bagarrer avec les autres chiens et à pas se laisser faire, à pas être trop douce. Il y a la moitié caractère individuel, moitié élève chien guide, du coup. Oui, je suis d'accord. Oui, non, mais il y a les deux. Mais effectivement, je trouvais qu'elle était coincée. Et que c'en était presque pathologique, quoi. Elle se permettait rien. Alors, c'est vrai que Nouméa est une chienne qui est une grande aventurière, qui peut avoir, c'était aussi dans le fond de son dossier de réforme, quelques trouilles passagères, mais pas tant que ça. Non, c'est surtout une chienne très calme et très douce. Donc ça se justifiait, le côté où effectivement elle était très obéissante, elle était très prudente, elle s'arrêtait au bord des trottoirs. Mais moi je lui ai donc donné plus de liberté. Tu l'as dévergondé un peu. Ouais, c'est le mot qui me venait. Ouais, exactement. Et je trouve maintenant que c'est plus sympa. Elle te correspond mieux comme ça qu'en bonne élève première de la classe. Donc pas trop d'ordre conservé. Alors bon, j'imagine que le assis, couché, debout, ça c'est des choses très classiques. Mais il n'y a pas d'ordre très spécifique. Les lignes au passage piéton, ça c'est passé. Ouais, je l'ai fait au début un peu et puis je me rendais compte que au-delà de la contrainte pour elle, il y avait aussi une contrainte pour moi. C'est-à-dire que la plupart du temps, je traverse dans les clous, mais pas dans tous les clous. et puis il y a un inconvénient à la faire s'asseoir. Quand il fait mauvais, qu'il y a de l'eau ou de la neige, c'est pas forcément très confortable. Donc ça, j'ai un petit peu abandonné. Dans tous ces éléments, si on avait un ou deux à prendre, à bien retenir et à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure d'adopter un élève chien guide réformé, qu'est-ce que tu retiendrais ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? C'est des conseils qui vont assez naturellement de soi quand on réfléchit à la vie d'un élève chien guide dont les parents sont sélectionnés, dont la portée est suivie jour par jour,
dont l'éducation commence très tôt, autour de 2 mois, on a la chance de recevoir un chien hyper sympa, hyper bien élevé et hyper proche, humainement parlant. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. Quand je vois les difficultés des personnes qui, dans la rue, essayent d'éduquer leurs chiots, ou les problèmes de personnes qui, ayant recueilli un chien dans une association, quelle qu'elle soit, là, on est franchement dans une situation idéale, qui est rassurante, qui est sécurisante. J'ai plus d'enfants en bas âge, mes enfants sont grands, mais j'imaginais si j'avais une vie de famille avec des enfants jeunes, le chien guide, il est sécurisant. Parce qu'il est éduqué, parce qu'il a côtoyé des enfants, parce qu'il sait ce que c'est. Le chat de la famille, pareil, lui a sauté dessus une fois ou deux. Voilà, c'est tout le bonheur et la facilité de ce type d'animal. La seule question, c'est effectivement la question du gabarit peut-être, et puis du fait que, très proche de nous, ces animaux demandent, pour être heureux, demandent à ce qu'on soit aussi proche d'eux. Bien sûr, je pourrais laisser Nouméa partir au travail et la retrouver le soir. Elle n'en mourrait pas, mais je pense qu'elle en serait malheureuse. Et par rapport à ce lien que tu as avec Nouméa, je voulais te poser une question au lien plus largement que tu as aujourd'hui avec les chiens guides, l'association des chiens guides, et comment, dans ton quotidien, cette aventure avec Nouméa a un peu fait évoluer les choses. Comment tu te positionnes aujourd'hui vis-à-vis de l'univers des chiens guides ? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles souvent ? Alors, on en parle aujourd'hui parce que c'est mon sujet, c'est ma passion. Et puis, on en avait déjà beaucoup parlé lors de la détente ensemble. Donc, j'avais bien senti aussi que ce partage-là te tient à cœur. Mais est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est très présent dans ton quotidien ou au contraire, c'est plutôt anecdotique et c'est juste l'histoire, le passé de Nouméa ? C'est un peu entre les deux, je dirais. Depuis l'adoption de Nouméa, j'ai eu l'occasion de faire une journée porte ouverte dans son ancienne association. Je voulais qu'elle revienne sur les lieux du crime. C'était l'occasion de rencontrer quelques éducateurs, de faire quelques photos et de mieux comprendre ce qu'était sa vie, parce que au-delà de l'accueil, au-delà du chenil, j'ai pu voir aussi les parcours d'obstacles, des parcours éducatifs comme ça. Donc j'ai un peu compris par où elle était passée. Je croise parfois des non-voyants avec leurs chiens et c'est souvent l'occasion de discuter. Je suis aussi resté en contact avec quelques familles d'accueil. Donc de temps en temps, je peux avoir l'occasion d'un pique-nique avec des familles ou des échanges. Donc j'ai ce lien-là. On pourrait dire que c'est un peu l'histoire de famille de Nouméa, mais je n'y ai pas de rôle plus actif que ça. Par contre, je fais assez souvent la promotion de l'action chien guide, de l'association, et puis aussi de cette possibilité d'adoption. Et justement, dans toute cette aventure-là que tu as du coup bien débuté maintenant avec Nouméa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert sur l'univers des chiens guides ? Je pense qu'il y en a plusieurs, vu que tu étais pas forcément tout à fait au contact de cet univers-là, qui est vraiment quelque chose que tu soupçonnais pas forcément. Alors, il y a un autre contact dont j'ai pas parlé, mais j'ai une ancienne collègue dont la fille est une voisine, une jeune fille, de la vingtaine, étudiante en droit, mais très handicapée visuellement. Elle travaille avec un clavier adapté, tout est adapté, y compris dans ses cours. Ce qui m'a bluffé, le mot qui me vient, c'est la puissance de ce petit animal qui lui a été confié. Petite jeune fille labrador qui s'appelle Jelly, qui doit avoir 2-3 ans, et qui, depuis qu'elle l'a, lui a permis de quitter sa famille, de s'installer dans un studio, de naviguer entre son studio, sa fac, Paris, partout, toute seule, avec son chien. Et ça, franchement, ça m'a bluffé. Parce que je pensais pas qu'on pouvait en faire autant avec un chien guide. Pour moi, le chien guide, c'était, voilà, je sors de chez moi, je vais chercher ma baguette, je rentre chez moi. Éventuellement, je vais prendre le métro, je vais faire un trajet balisé pour aller sur mon lieu de travail, de sociabilisation ou mon lieu de course, par exemple. Mais là, quand je vois la vie de cette jeune femme qui part parfois pour des longues heures sur des amphis, puis des cours, puis ceci, puis cela,
Ça, franchement, ça m'a vraiment étonné, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a parfois, j'en discute avec quelques-uns de mes invités, mais j'essaye aussi d'avoir des invités plus ou moins jeunes, représentatifs, en tout cas des bénéficiaires de chiens guides. Oui. Alors autant du coup bénévoles, mais bénéficiaires aussi, parce que du côté des bénéficiaires, c'est pas toujours l'image qu'on en a. Déjà, la déficience visuelle n'est pas toujours quelque chose qu'on associe à la jeunesse. Oui. On peut avoir des dégénérescences, des choses qui arrivent au cours de la vie, mais les jeunes ne sont pas épargnés, il y en a quelques-uns aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important et qui permet de redonner vraiment de l'autonomie en fait. On en a beaucoup parlé, alors je vais pas tous les citer dans mes épisodes, mais là, du bout des doigts, Justine dans l'épisode 9 avec Naya, aussi, sa chienne qui la guide dans les rues de Toulouse jusqu'à la fac de musicaux. On a aussi Romain, on a Timothée qui me disait que lui, son premier chien guide, il l'a eu à 18 ans, maintenant il est athlète en discipline. Il est au début d'une très longue carrière et il y en a plein des jeunes comme ça. Oui. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point le passage de la canne blanche à un compagnon de vie qui les guide aussi a vraiment un impact sur leur vie quotidienne, quoi. Et un impact presque immédiat en plus. Oui, c'est automatique. Une fois que le bon binôme est créé, y a pas de doute, quoi. Ouais, exact. Et tu as fait d'autres rencontres comme ça assez exceptionnelles que t'aurais pas forcément fait sans Nouméa à tes côtés, par exemple? J'en fais tous les jours des rencontres exceptionnelles avec Nouméa. Parce que Nouméa a une autre caractéristique, c'est qu'elle est super mignonne. Je confirme. C'est une belle chienne, elle est douce, elle va assez facilement vers les gens. On peut imaginer quand elle se balade, d'autant qu'elle est sans laisse, donc elle est assez libre. On peut imaginer que les gens la voient avec le sourire, les yeux grands ouverts, s'imaginant être regardés, captés par elle. Donc assez souvent, les gens vont aussi vers elle et donc ça fait des belles rencontres. Les gens s'arrêtent. Donc oui, j'ai ça assez facilement, d'autant que tu le sais bien, c'est une influenceuse Instagram. Mais oui, j'allais te demander où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre. Elle a débuté sur mes conseils sur Instagram, puisque quand elle était jeune, tout le monde, tous les jours, au travail, dans la famille, les amis me demandaient de ses nouvelles. En ayant eu assez de répéter 20 fois par jour la même chose, je leur ai tous dit, je fais un Instagram pour Nouméa. Ça s'appelle Nouméa Dog. Tout attaché. Tout attaché. Et à partir de là, vous allez trouver quotidiennement ses aventures, ses rencontres, ses coups de folie, ses coups de blues. Voilà, vous aurez la possibilité de vivre d'une certaine façon avec Nouméa. Et donc, on est passé de 10 à 20 et maintenant plus de 600 followers. Exactement. Qui, de tous les coins d'Europe et même du monde, puisqu'elle communique dans plusieurs langues, Nouméa, elle parle français, anglais, italien. Je dirais une petite centaine d'entre eux sont attachés à avoir quotidiennement un échange autour de son compte Instagram. Donc on peut suivre Nouméa Dog sur Instagram. J'ai toujours l'habitude de poser des questions de fin. Ouais. La question un petit peu de savoir quel a été ton pire et ton meilleur souvenir avec Nouméa depuis le début de votre aventure. Le pire, c'est des frayeurs qu'elle a pu me faire. Du style, à un moment, échappant à ma surveillance, elle traverse la rue. Bon, la rue, c'est une rue sens unique, bon. Mais elle me l'a refait une deuxième fois. Pareil, là aussi, dans des endroits plutôt protégés, on va dire, mais quand même. Donc, à la fois une désobéissance, une traversée, sans m'attendre, sans crier gare. Donc là, j'ai vraiment eu la trouille, puisque je sais que c'est très dangereux, et j'ai connu une personne dont le chien s'était fait écraser, comme ça. Le chien en laisse s'était fait écraser. Il avait un peu traîné derrière les pas de sa maîtresse, et une voiture était passée dessus. Donc là, j'ai vraiment flippé. Mais j'y ai pas mal réfléchi, et je me suis rendu compte qu'elle avait traversé parce qu'il y avait personne. Parce que quand il y a quelque chose, elle s'arrête ou elle fait un écart. Elle n'a pas tout oublié de son éducation. Donc ça, c'est les épisodes où effectivement j'ai eu le plus peur. Oui, et puis toi, tu as la pleine conscience de l'éventuel danger qui peut venir, donc c'est pire en plus. Eh oui. Et puis le côté où elle m'aurait le plus bluffé, le plus étonné. Ouais, le meilleur moment que tu as passé avec elle.
Non, c'est presque au quotidien sa sociabilité. Je me suis retrouvé parfois dans des réunions très importantes avec beaucoup de monde. Et Nouméa arrive, c'est tout juste si elle fait pas le tour de l'assemblée en donnant sa patte à chacun avec un grand sourire. Les gens sont bouleversés, mais plus personnellement, des changements dans son attitude ou dans son comportement. Comme on l'a dit, hein, c'est une chienne qui a été très très bien éduquée, plutôt sage, plutôt calme. Et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, un peu comme si on se faisait un clin d'œil, ça va partir dans un délire. Elle va se mettre à se cabrer, à sauter, à partir dans un sens, partir dans l'autre. Ce que je renforce d'un deuxième clin d'œil, et puis je rentre un petit peu dans le jeu. Et là, on est dans un espèce de jeu, voire même parfois de ballet. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je lui ai appris et que je lui amène parfois quand la journée a été trop calme. On a beaucoup travaillé, comme aujourd'hui, on est resté près de 8 heures à notre table de travail, même si on a fait des interruptions, même s'il y a eu de petites balades. Bah, à un moment, il va y avoir comme ça un petit quart d'heure de folie entre nous. Petit coup de folie, ouais. Ouais, qui va être bien sympa parce que c'est vrai que elle y va et elle y va à fond. Elle est aussi très joueuse, très vive. Donc, elle va sauter partout, elle va te sauter dessus, elle va te courir après. Enfin bon, ça c'est sympa. C'est un côté où on se rend compte que l'animal a, au-delà de la personnalité qu'il peut avoir, un certain nombre de facettes qu'on ne voit pas toujours et qu'il est intéressant d'explorer, d'aller chercher. On y gagne. Aller un peu plus loin dans l'aventure et dans la relation avec l'animal. C'est ça. Faire vivre ce duo animal-humain que j'ai découvert et qui est incroyablement dense, riche. Donc une vraie rencontre. Une love story. Une love story. Sur ces beaux mots, on voit bien comment Nouméa, d'une idée d'avoir un compagnon à quatre pattes, de cette recherche un petit peu, de savoir par quelle piste tu pouvais trouver cet individu qui pourrait un peu te suivre partout, puisque on l'a dit, autant dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie privée, puisque t'es un petit peu entre deux pays désormais. On en parlait, t'es rentrée il y a quelques jours. C'est vrai que voilà, il faut un animal qui puisse suivre, et puis le petit zeste de folie que tu as maintenant trouvé en Nouméa, au final, vous rassemble et vous permet de faire de super belles aventures, au-delà des frontières aussi françaises. En tout cas, merci pour toutes ces explications. C'était vraiment hyper riche et dense, et ça me tenait à cœur vraiment de parler aussi de cette possibilité d'adopter un élève chien guide réformé sans pour autant parler avec quelqu'un qui connaissait ce monde-là avant. C'est vrai que l'histoire est très différente de celle de Bérengère et Noupi de l'épisode 24, que je vous encourage vraiment à l'écouter parce que franchement c'était un super beau épisode. Parce qu'il y a vraiment une histoire de famille pour le coup, avec le petit aussi de Bérengère. Donc cette possibilité-là, elle existe. Je crois que le conseil qu'on peut donner aux gens qui seraient intéressés, c'est de contacter l'association la plus proche de chez eux, parce qu'il n'y a pas que l'école des chiens guides de Paris qui malheureusement doit écarter quelques chiens du circuit d'élèves chiens guides et de chiens guides d'aveugles. Et même du côté des handi-chiens, c'est aussi une possibilité qui existe. Voilà, ça peut faire des heureux d'un côté. Il y aura toujours la liste d'attente, et puis il faut avoir les quelques critères réunis, comme tu le disais, de disponibilité, pour pouvoir accueillir au mieux un élève chien guide ou un élève chien d'assistance qui n'a jamais été seul dans sa vie et qui est très proche de l'homme. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher super bien, et moi je vous ai déjà rencontré. Ce nouveau binôme n'était pas celui initialement destiné pour Nouméa, mais je pense que le destin était quand même écrit. Oui, et un grand merci aussi. Et ce qui m'étonne justement sur la façon dont les gens de l'extérieur, qui me connaissent ou pas, perçoivent ce binôme, ils me l'ont dit plusieurs fois, mais c'est pas possible, t'as toujours eu des chiens. Ah non, je n'ai jamais eu de chien. Quand c'est le bon animal, voilà, il n'y a plus de doute. Oui, exactement. Donc un grand merci aussi. Ça m'a intéressé de partager cette expérience, cette aventure. Et puis, rendez-vous sur Instagram, Nouméa Dog. Rendez-vous sur Instagram, Nouméa Dog, ou pour de bonnes parties au bois de Boulogne de jeu. On a déjà testé ça entre Nouméa et Pepper, ça avait été super sympa. Je mettrai quelques photos aussi sur l'article de l'épisode. Je me souviens de super photos avec les langues bien pendues des chiens, qui étaient tous les deux bien noirs, avec la langue bien rose, qui s'était bien éclaté. Donc écoute, je mettrai tout ça en ligne, et puis merci à toi, et à très bientôt.
Ouais, ok, avec plaisir. Bonsoir. Bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Un grand merci à Christophe pour son témoignage qui a permis, je l'espère, de répondre à vos questions sur le devenir des chiens réformés proposés à l'adoption. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futureshienguide.fr des photos de Christophe et Nouméa et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @futureshienguide ou à laisser des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles, avec un retour du format inédit en immersion.